Bienvenue à ce premier événement de Contes en balade de la saison septembre à décembre. Merci à la commune d'Ixelles pour son soutien qui nous a permis de venir ici dans cette salle du théâtre Mercelis. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà Contes en balade. Donc d'habitude, on ne fait pas ce genre d'événement. D'habitude, on fait du conte, on raconte des histoires, on est dans la fiction. Là, ce soir, on est beaucoup plus dans la réalité parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le lien entre le conte et la réalité était plus étroit que ce qu'on pensait. On a pas mal de réflexions, enfin je dis on, mais c'est eux. Hein. On a pas mal de réflexions à partager. Et voilà, on s'est dit qu'un format comme celui-ci, c'était un bon moyen de le partager et aussi de créer un espace d'échange. Il va y avoir une partie de présentation où l'équipe de Contes en balade va présenter leur point de vue sur les différentes thématiques qui vont être abordées. Je les laisse expliquer tout ça. Mais ensuite, on laissera la place aux questions ou aux éventuelles remarques que vous pourriez avoir. Et le but, c'est vraiment d'échanger, de brainstormer. Voilà, c'est très ouvert. Par contre, on attend de vous, bien évidemment, beaucoup de bienveillance, parce que le but n'est pas de répandre une parole politique absolue, mais vraiment d'échanger. Voilà, ça me paraît évident et important de le dire. Du coup, je laisse l'équipe se présenter, parce que comme ça, vous savez un peu à qui vous avez affaire. Merci et bonne séance. Bravo. Eh bien, c'est moi qui commence pour me présenter. Donc, moi, je suis conteuse programmatrice à Contes en balade. Et donc, c'est vraiment des réflexions qui vont venir de ma pratique et de conteuse et de programmatrice. Donc, c'est un peu avec la double casquette qu'on s'est posé toutes les questions que je vais un peu parler, parce que c'est un peu sous forme de questions, de cheminement intérieur de mon parcours à travers le conte. Et pour me présenter, donc moi je suis une conteuse, je suis vraiment une amoureuse des récits et particulièrement dans les récits des personnages et de ce que les personnages ont à nous dire, de ce qu'ils nous disent du monde dans lequel ils sont, le monde qu'ils déploient devant nous et de ce que j'apprends à travers les personnages et ils ouvrent ma vision du monde en fait. Et je suis entrée vraiment dans les contes et dans les mythes par le biais d'abord d'une formation en art-thérapie avec une analyse jungienne qui s'appelle Sila Kemenzei. Je pense qu'il y en a certaines qui doivent la connaître ou qui l'ont peut-être déjà entendue. Et donc, pour toute la question de la symbolique à travers les contes, les légendes et les mythes. Et c'est quelque chose qui est venu il y a, je dirais maintenant, je dis toujours une quinzaine d'années, mais maintenant ça doit faire une vingtaine d'années. J'avais entendu un psychanalyste jungien, donc Nicolas Bornezza, qui se nomme plutôt anarchiste jungien et qui disait, il parlait des rêves, c'est un passionné des rêves et de l'interprétation des rêves, et il disait les rêves parlent la langue de l'âme. Et que la langue de l'âme, c'est la même qu'il y a dans les contes et les mythes et les légendes. Et là, tout d'un coup, moi, il y a quelque chose qui s'est allumé dans ma tête, c'est-à-dire que pour apprendre cette langue, pour la pratiquer, en fait, on pouvait lire des contes, des légendes, des mythes, et tout d'un coup, on se familiarise avec cette langue qui est faite d'images, de symboles, qui est faite de mémoire collective, et qu'en plus, il y a une partie de moi qui connaît déjà cette langue, puisque mon rêve la pratique. Et je vais rentrer aussi par un autre biais parce que depuis quelque temps, par le hasard d'une rencontre, mais bon, il y a-t-il des hasards la question du handicap s'est invitée dans ma parole artistique. Et donc, mon oreille est particulièrement titillée dès que dans un récit, il est question d'exclusion, du désir d'être reconnu par un groupe, le désir de faire partie, d'être semblable aux autres, par la question des métamorphoses, des malédictions. Et donc, du coup, mon entrée dans mes réflexions ce soir vont être guidées par ma pratique, donc la manière dont je rentre dans mes histoires, et par la manière dont j'interroge le corps invalidé, je l'appelle comme ça, puisqu'il est plutôt invalidé par la société. Et donc forcément,
je vais parler beaucoup de moi. Donc, je m'en excuse à l'avance et j'espère, parce que c'est mon désir, que ce ne sera pas que égocentré. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Julien Staude et donc je suis conteur aussi. Je fais aussi partie de Conteur en balade, de Conte en balade. Attention, attention. Déjà, premier faux pas, n'hésitez pas à me reprendre. Non, 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 il faut le garder, au contraire. Et donc ce soir, je me suis demandé, voilà, compter dans la société, qu'est-ce que moi j'ai à raconter là-dessus, hein, après tout. Et j'avais envie de partir du travail que j'ai fait sur un spectacle qui s'appelle Je, tu, il, nous, vous, elle, et qui était parti du désir de raconter d'abord à en tu, à quelqu'un dans le public, puis à l'impératif, en explorant comme ça des adresses qui se basent tout simplement sur la conjugaison et sur l'usage des pronoms. Donc je vais parler de ça. C'est purement théorique quelque part, mais si j'en parle, c'est justement que moi, en faisant ce travail et en me documentant dessus, je me suis rendu compte que très naturellement, on tombe sur des sujets qui sont très sociaux et parfois même touchy, simplement en partant comme ça de la grammaire. Voilà, j'avais envie de transmettre ça. J'espère que ça ne sera pas trop fouillis, parce que c'est une matière très très buissonnante, et j'ai été obligé de beaucoup couper le buisson, hein, pour que ça rentre. Voilà, je vais essayer simplement d'aller à certains points d'axe que moi je crois qui sont intéressants et qui peuvent nous nourrir en tant que conteur. Alors, je ne passe pas mon temps à toujours faire le lien avec le conte, parce que pour moi, il y a des liens à faire avec la vie tout entière. J'essaierai de quand même bien les faire, mais n'hésitez pas à faire vous-même vos petits parallèles. Et je crois que c'est déjà bien comme ça. Moi, c'est Muriel Durand, donc conteuse aussi, membre de l'équipe artistique de Conte en balade. On est là, tous les trois. Moi, j'ai plein de casquettes. Et dans toutes mes casquettes, j'ai la casquette je suis féministe. Et souvent, quand je dis je suis féministe, quand je donne une formation, par exemple, les deux mecs qui sont dans la formation font « Oh là là, je ne vais plus rien dire ». D'ailleurs, c'est bien connu, on ne peut plus rien dire. Hein. On ne peut plus rien faire non plus. Et ce à quoi je réponds assez invariablement, non, le féminisme, ce n'est pas le patriarcat à l'envers, ce n'est pas renverser la pyramide. Le féminisme, c'est justement faire en sorte qu'il n'y ait plus cette pyramide. Le féminisme, c'est faire en sorte que la société soit horizontale, basée sur la camaraderie, la fraternité, la sororité, l'adelphité, tout ce que vous voulez. Alors, je suis féministe et une autre de mes casquettes, c'est que je suis goulue de lecture. J'adore les citations, donc je vais vous en sortir des citations. Celle-là, je l'ai lue hier. Je me suis dit, ah, elle est magnifique. Michel Perrault, dans Le temps des féminismes, pardon. Être féministe signifie lutter contre l'ombre dans laquelle les femmes dans l'histoire étaient ensevelies, et l'ombre sur les problèmes que posent les rapports entre les hommes et les femmes. Je vois le féminisme comme une ouverture, comme la dissipation d'un brouillard. Et c'est trop autre de Roxane Gay, qui cite elle-même une féministe australienne appelée Sue. Les féministes sont simplement des femmes qui ne veulent pas qu'on les traite comme de la merde. Cette définition est succincte et sans équivoque. Alors, comment ça se traduit dans mon travail de conteuse, le féminisme ? C'est une attention particulière portée aux stéréotypes, une attention particulière portée aux personnages féminins. Et puis, pour ceux qui me connaissent, une partie plus militante, avec des conférences comptées. Comment ça se traduit dans mon travail de programmatrice ? C'est aussi une attention aux stéréotypes, une attention au prêt-à-penser, une attention à tous ces stéréotypes de tout poil et de tout plume que les contes peuvent véhiculer. Voilà, c'est peut-être ça que je regarde, en sachant que je ne suis pas seule dans l'équipe, qu'on est plusieurs dans cette équipe de programmatrices. Et donc voilà, moi, c'est plutôt mon point d'attention. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai jeté ma feuille avec le vif du sujet. C'était la bonne. Avant de commencer au sujet proprement dit qu'on va attaquer, une introduction. Conte, la première chose qu'on avait envie de vous parler, c'était du rapport entre le conte et le regard. 2007, je fais ma première formation au conte. Mes formatrices sont dans la salle, je les salue. Et dès cette première formation, on m'a transmis que le conte, c'était autant une affaire de regard qu'une affaire de mots, et voire bien plus. Parce que conter, c'est décrire les images qu'on voit dans sa tête.
Et Nicole Belmont le dit dans La poétique du conte, j'aime les citations. La narration est faite presque entièrement d'images et de mise en scène, dépourvues de motivation, de commentaires, d'explications. Nicole Belmont, poétique du conte. Et puis bon, je l'ai entendu et puis je l'ai expérimenté. Et la question qui se pose, c'est nous, conteuses, conteurs, on véhicule des images et dans quelle mesure, justement, en véhiculant ces images, on n'agit pas sur l'imaginaire des gens. Et il y a vraiment une responsabilité qu'on a par rapport à ça. L'imaginaire, autrement dit, la manière de se représenter le monde, parce qu'il y a bien sûr un imaginaire personnel, mais il y a aussi un imaginaire social. Les images, les représentations, les récits et les mythes. Et la deuxième chose que, après le rapport du conte et des images sur lesquelles on avait envie d'insister en préambule, c'est le fait que le conte, tadam, il est situé. Oui, le conte est situé dans une société. Attention, il n'émane pas d'un endroit, des nimbes, et arrive tout pur. Bon, voilà, j'en rajoute une petite couche, mais c'est important pour moi. Donc, si on se base sur l'approche phénoménologique, c'est pas commode à dire, toute connaissance s'enracine dans l'expérience de la vie humaine, une expérience qui est à la fois située et incarnée. Donc, on vit à travers un corps. Et on expérimente à travers un corps. On n'est pas un pur esprit, donc ce qu'on voit, on l'interprète déjà au moment où on le voit. Et dès lors qu'on perçoit le réel à travers nos corps situés, la neutralité, elle est impossible. Alors oui, je sais, la culture patriarcale qui infuse notre civilisation avec une vigueur bien plus renouvelée depuis l'avènement du capitalisme, nous dit que le masculin incarne le neutre. Non, c'est faux. Voilà, si vous devez retenir qu'une chose de ce que je vous dirai aujourd'hui, c'est ça. Je suis très péremptoire, on peut en discuter après, mais là, pour l'instant, voilà, j'ai le micro. Je vous le dis, c'est faux. C'est complètement faux. Donc, le neutre, ce qu'on appelle le neutre, en fait, la neutralité, elle n'existe pas. Ce qu'on appelle le neutre, c'est le dominant. Voilà, c'est ma conviction profonde. Je crois que vous la partagez, j'espère, sinon réagissez. Et le conte, il vit parce qu'il s'incarne dans la bouche des artistes de la parole. Donc, qui dit incarnation, dit regard au sens de point de vue. Donc, le conte, même dans ses mécanismes de transmission, il est transmis par une personne. Alors, la transmission orale, elle a été rompue à un moment donné, et quand cette transmission orale elle a été rompue, il y a des folkloristes, des ethnologues qui sont allés recueillir les contes, les noter. Donc il y avait deux prismes, il y avait la personne qui disait le conte, la personne qui le retranscrivait. Et ces personnes, elles n'étaient pas neutres, parce que le neutre n'existe pas. Donc à partir du moment où les contes, ils ne sont pas neutres, à partir du moment où il y a un point de vue, c'est nécessaire de ne pas les prendre pour argent comptant, et de réinterroger les images et les subjectivités qu'ils véhiculent. Alors, avant de passer la parole à Christine, j'ai envie de vous lire une citation d'Iris Bray, qui vient de... oui, vous allez avoir plein de citations avec moi, qui vient de Sous nos yeux, illustrée par Myrion Mal, qui m'a été recommandée par Alicia. Transformer sa vision du monde passe par l'observation de ce qui nous empêche de nous sentir libres. Prendre conscience du fait que les images dans lesquelles nous baignons ne sont pas neutres, puis nommer ce qui nous est montré, ce qui nous convient et ce qui nous dérange, et enfin, chercher d'autres images, d'autres représentations. Voilà les 3 étapes qui peuvent amener à une révolution de notre regard. Merci beaucoup, Muriel. Tu me tends une perche en parlant de cette neutralité, en disant que le neutre, non, n'est pas l'homme blanc. Je dirais, non, le neutre n'est pas le valide. Et parce que tout à coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a un corps opaque, un corps qui se voit, un corps non normé? Et donc, toute ma réflexion par rapport à la question du handicap est devenue une réflexion autour du corps, un corps autre, un corps différent, un corps qui se voit. Comment, tout à coup, moi, avec cette question du corps, je peux raconter des histoires? Est-ce que tout d'un coup,
je mets dans mes histoires des personnages handicapés? Est-ce que je repère, je suis à l'affût des personnages handicapés? En fait, c'est complètement anachronique. Dans les contes traditionnels, ça n'a pas de sens. Et en plus, mon mouvement à moi ne s'est pas passé comme ça. Et c'est le mouvement justement qui m'a permis à nommer la spécificité d'être identifié comme un corps invalidé et de comprendre que ce corps portait une narration qui était imposée par la société. C'est ce mouvement qui m'a permis de nommer ça que je vais vous décrire, parce qu'en fait, ce mouvement m'a été révélé par des personnages que j'ai travaillés dans mes histoires. Et c'est vraiment, je vais vous parler de deux personnages avec qui j'ai une intimité particulière, qui sont Peter Pan et Mélusine. En fait, j'ai été vraiment fascinée par la figure de Peter Pan et la figure de son auteur, en fait, James Matthew Barrie, qui a une vie très romanesque, qui a vraiment su dans son personnage mettre presque le souffle de son âme et de sa blessure, et son personnage porte tout ça. Et il y avait, donc j'ai commencé à lire vraiment le livre où Peter Pan apparaît pour la première fois, d'où il est bébé dans les jardins de Kensington. Et donc il y a là-dedans la naissance de la légende que avant nous étions tous des oisillons, et que nous avons été élevés dans l'île aux oiseaux pour devenir des petits garçons et des petites filles, ce que nous sommes devenus. Et que du coup, les premiers jours de notre vie, ben, en fait, pour nous, on est encore des oiseaux. Et que si on écarte les ailes, nos bras, eh ben, on vole. Et c'est ce qui est arrivé à Peter Pan, c'est-à-dire il est dans le berceau, il voit par la fenêtre la lune, il voit la cime des arbres, il écarte les ailes, et il vole. Et puis il se retrouve sur l'île aux oiseaux. Et dans l'île aux oiseaux, il y a un moment que j'adorais, mais vraiment sans savoir très bien identifier pourquoi, mais qui me touchait particulièrement et que j'aime beaucoup raconter. C'est le moment où il est là, tout seul, bébé, perdu dans le noir, et il y a dans l'ombre quelqu'un qui arrive et s'écrase. C'est Salomon, le roi des oiseaux, le grand corbeau noir. Et Salomon le regarde et lui dit: que viens-tu faire ici? Est-ce que ta place est sur l'île aux oiseaux? Et le bébé dit: ben oui. Ah, regarde tes pattes. Et alors le bébé il regardait le sol, et puis il voit quoi? Il voit deux petits pieds avec de chaque côté des petits orteils. Et puis Salomon lui dit: ébouriffe-toi. Et puis le bébé il se secoue, mais avant il est tombé dans l'eau, et alors il y a tout le tissu de sa chemise de nuit qui est trempé, il y a l'eau qui lui dégouline partout, et puis Salomon lui dit: déploie tes ailes. Et alors il écarte les bras, le bébé, et puis il regarde de chaque côté, puis il voit de chaque côté qu'il a des petits doigts. Penses-tu que ta place est sur l'île aux oiseaux? Ben non, fait le bébé. Et il veut rentrer chez lui, et il écarte les bras, mais là, rien ne se passe. Ah, trop tard, dit Salomon. Tu doutes, tu ne voleras plus jamais. Tu resteras sur l'île aux oiseaux. Ah, je serai un oiseau? Non. Je serai un humain? Non. Mais qu'est-ce que je serai? Tu seras mi-oiseau, mi-humain. Tu seras moite-moite. Et je me dis, ce personnage entre deux, je me dis, oh, j'adore ce genre de personnages qui sont entre deux, qui sont ni ceci, ni cela, à la fois l'un, à la fois l'autre, qui sont toujours un peu en équilibriste entre deux mondes. Oh, ça, c'est vraiment, ça correspond à qui je suis. Et puis je tombe sur un livre qui s'appelle La personnalité du handicap, une identité entre deux. Et tout à coup, je lis là-dedans qu'en fait, ce qui est très trouble pour les gens valides, c'est qu'ils ont affaire à des personnalités qui ne savent pas identifier, qui sont à la limite. Ils ne sont pas malades, parce qu'un malade, ou ça guérit, ou ça meurt. Ben, on ne guérit pas, on ne meurt pas. Enfin, si, on mourra un jour comme tout le monde. Ça. Ils sont asexués. Donc on va toujours dire, ce sont des personnes porteuses de handicap, personnes à mobilité réduite, personnes en chaise roulante.
on ne dit pas femme, on ne dit pas homme. Ce sont des gens toujours un peu à la marge, qui sont dans la société, mais pas tout à fait. Ils ne sont pas exclus puisqu'on les inclut, mais s'il faut les inclure, c'est qu'ils sont exclus. Donc, et donc ce sont des personnages comme ça. Et je me dis, ah mais c'est dingue, je croyais que c'était moi, c'était ma psychologie. Mais en fait, c'est vraiment déjà la narration que la société a sur moi. Et puis je vais vous parler de mon deuxième personnage, qui est le personnage de Mélusine. Parce que je vous ai parlé là d'être entre deux et de ne pas se reconnaître dans... On ne sait pas très bien où on doit se reconnaître, comme Peter Pan, qui ne sait pas, il peut plus se reconnaître ni en oiseau ni en humain. Il est entre les deux. Et Mélusine, ce qui m'avait frappé, donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins la légende de Mélusine, c'est-à-dire elle reçoit la malédiction d'être, elle est une femme serpent, et sa malédiction peut tomber si elle rencontre un homme qu'elle aime et qu'il aime, et que cet homme lui fasse la promesse de ne jamais aller voir ce qu'elle fait le samedi, et le samedi, elle se retransformera en femme serpent. Et si il tient sa promesse, s'il respecte son secret, alors elle sera humaine pour l'éternité et elle pourra être enterrée à côté de son mari en tant que femme humaine dans une terre bénie par Dieu. Et moi, tout d'un coup, je fais « Ah, être connue femme parmi les femmes », ça me parlait à fond. Donc, je me suis vraiment intéressée à cette légende. Je suis vraiment rentrée dans cette légende. Je l'ai racontée. Je trouve ça vraiment une légende magnifique. Et puis, finalement, on se rend compte que Mélusine, en fait, elle va sacrifier sa forêt pour son mari. Pour pouvoir construire des châteaux. Elle va offrir sa magie à son mari, elle va offrir sa magie à ses fils pour qu'ils aillent faire la guerre sainte. Elle offre tout à son mari, lui évidemment, parce que c'est très difficile de respecter les secrets des gens qu'on aime, parce qu'on veut tout savoir sur eux. Il va regarder dans le petit trou de la serrure et il voit qu'elle est femme serpent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas à ce moment-là que la malédiction tombe, c'est parce que là, il ne dit rien. Il sait qu'elle l'a vu, elle sait qu'il l'a vu, mais aucun des deux ne parle. Et il va se passer quelque chose devant tout le monde, une fois, une seule fois. Mélusine va s'opposer à la parole de son mari, du Seigneur, et elle va dire non, parce que son mari Raymondin a condamné leur fils à mort. Et là, devant tout le monde, devant toute la cour, il dit « Quoi ? Tu oses t'opposer à la parole de ton Seigneur pour défendre quoi ? Un monstre sorti de ton ventre, monstre toi-même, femme serpent. » Et là, elle se transforme en serpente dragonne et tout est fini. Elle est serpente dragonne pour l'éternité et elle s'envole. Et donc, ainsi, Mélusine, en voulant être semblable, en voulant être aimée, elle a dû renoncer profondément à qui elle était. Elle a dû s'adapter au monde des humains. Elle a fait leur loi, la loi, en plus la loi des hommes. Et une fois qu'elle ne la suit pas, hop, elle est condamnée et elle ne fait plus partie de ce monde. Et cette histoire me touchait très fort, donc j'ai raconté ça et tout. Et un jour aussi, dans mes recherches sur la question du handicap, je tombe sur une phrase dans un livre. J'aime beaucoup les citations aussi, parce que particulièrement celle-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait ch'toum dans ma tête comme ça, incroyable. Donc c'est un livre des années 70. Donc c'est quelqu'un qui a écrit un livre, c'est les usages sociaux des handicaps, stigmates, les usages sociaux des handicaps, et il s'appelle Goffman. C'est eux. Donc comme je ne sais pas comment il s'appelle, je dis eux. C'est Eric, je ne sais pas. Donc, c'est intéressant, il faut être attentif parce que c'est très subtil. On demande à l'individu stigmatisé de nier le poids de son fardeau et de ne jamais laisser croire qu'à le porter, il ait pu devenir différent de nous. En même temps,
On exige qu'il se tienne à une distance telle que nous puissions entretenir sans peine l'image que nous nous faisons de lui. En d'autres termes, on lui conseille de s'accepter et de nous accepter en remerciement naturel d'une tolérance première que nous ne lui avons jamais tout à fait accordée. Ainsi, une acceptation fantôme est à la base d'une normalité fantôme. Et moi, je lis ça et je me dis, ah, mais moi qui ai toujours vécu comme ça un peu à la marge, qui n'ai jamais accepté les règles en me disant, moi je suis libre, mais en même temps je savais que c'était aussi ma personnalité. Je me disais, oh, mais moi j'ai un peu peur de la société, j'ai un peu peur du monde du travail, j'ai un peu peur de devenir une adulte. Donc j'attribuais un petit côté handicapé social. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais en fait je ne fais que obéir aux injonctions de la société. Si je veux en faire partie, je dois me plier entièrement à ce qu'elle a, à la narration qu'elle dépose sur ma tête. Et ça, en fait, ça a été vraiment très révélateur. Et là, j'avais un petit peu... et parce que là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai découvert vraiment la notion de validisme et la notion de narration qu'on dépose sur les corps handicapés. Moi, j'aime bien dire invalidés, parce que c'est quand même le pouvoir qui invalide les corps. Et vraiment, pour faire très bref, en fait, il peut se résumer en deux postures. Soit on est des héros, voilà, des héros et des héroïnes, on est vraiment formidables, on est des exemples. Et alors, c'est le « oh » avec un A à la fin, la tête bien droite, « waouh », voilà. Soit c'est l'empathie compassionnelle, voilà, la tête penchée avec un O qui traîne un peu, « oh », voilà. Voilà, mais hors ces deux trucs, il n'y a pas d'issue. Et donc, du coup, c'est dire comment, à un moment donné, sortir de cette narration. Et vraiment, la notion, j'insiste un tout petit peu sur l'enfermement narratif par le validisme des corps, quand on voit en fait les campagnes de sensibilisation au handicap. Rien que de prendre CAP 48, chaque fois je me dis, non, cette fois-ci, ils ne pourront pas faire pire que l'année passée. Eh bien, si. Chaque fois, c'est pire. Je vais vous faire une petite progression pour montrer quand même un peu des exemples. Une année, c'était un écran blanc, une voix off. Nous aurions pu vous montrer un enfant handicapé, mais nous n'avons besoin ni de votre gêne, ni de votre pitié. Une autre année, c'était des gens lambda, comme ça, comme tout le monde. Ils ont dû faire un casting, ce que je disais tout à l'heure, sans doute, parce que c'est très difficile de trouver des gens qu'on n'a pas envie de regarder, transparents. Et tout d'un coup, on fixe un, et la personne commence à être mal à l'aise parce que tout le monde la regarde. Ah, la voix off, se sentir différent, c'est très difficile. Pour les personnes handicapées, c'est tous les jours. Une année, c'était la personne handicapée qui invente chaque fois une autre raison de son handicap. Donc, première année. Et donc, c'était arrêter de poser la question. C'était ça, l'injonction. Donc, première année, interdiction de montrer. Deuxième année, interdiction de regarder. Troisième année, interdiction de parler. Puis, il y a eu hashtag balance ta gêne. Et cette année, c'est quoi? Devenons champions du monde de l'inclusion. Donc, c'est quoi? Oh, bienvenue. Et alors, grâce à toutes les personnes valides qui vont devenir championnes du monde de l'inclusion, la personne aveugle pourra aller manger ses frites toute seule. Et parce qu'en Belgique, on est déjà champion du monde des frites, mais devenons champions du monde de l'inclusion. Oui, et c'est très juste. D'ailleurs, ça me fait une transition. Parce qu'au final, c'est une question de choix des mots. Parfois, c'est très délicat sur toutes les questions de société, puis même dans la vie de tous les jours, choisir ces mots. Et c'est un sujet qui, moi, en tant que conteur, évidemment, m'intéresse beaucoup. Choisir ces mots, c'est vouloir être compris, évidemment. Hein, parce que sinon, moi, par rapport à moi, je suis toujours très content et je me comprends toujours très bien.
Alors, c'est quoi le problème? Peut-être c'est d'être attentif à essayer de vraiment comprendre ce que les mots veulent dire. Et c'est une formulation que j'adore, parce que les mots ne veulent rien dire tout seuls. Quand on dit les mots veulent dire, c'est un peu comme si les mots avaient leur volonté propre, qu'ils essayaient de dire quelque chose malgré nous qui les prononçons. On est trahi par les mots qu'on dit parce qu'on a des biais, parce qu'on a des angles morts, des choses auxquelles on n'a pas fait attention, des choses qui nous semblent évidentes, qui en fait ne sont pas du tout évidentes. Donc moi, en cherchant pour mon spectacle, je voulais travailler sur les pronoms, parce que c'est une unité très petite, très, très fondamentale de notre langue. Et moi, j'aime bien aller dans ces choses comme ça, vraiment les fondements. Et voilà, je ne suis pas linguiste, hein, mais voilà un peu les choses que moi j'ai découvertes. Si je dis des bêtises, ce n'est pas très grave, hein, ça ouvre quand même le champ des possibles, voilà, parce que je ne suis pas scientifique. Mais quand même, une chose qui est bien claire, c'est que voilà, les pronoms, ce sont des balises qui nous servent à vraiment délimiter le cadre de l'échange verbal, la communication qui est en train de se passer. Ça répond à des questions qui sont toutes évidentes. Qui parle, par exemple? À qui je parle? À toi. Tu. Alors, tu, c'est le destinataire, c'est la personne à qui on envoie le message. Cette personne n'est pas forcément là, ce n'est pas forcément l'auditeur, c'est la personne à qui je m'adresse, même si elle n'est pas là. Tu, c'est un truc particulier en français, c'est familier, c'est intime. C'est comme si on était proche de la personne, comme si on se rapprochait pour lui faire une confidence. On tutoie les amis, on peut tutoyer Dieu, on tutoie les enfants, les subalternes, les animaux, et finalement, peut-être que tutoyer, ça devient rabaissant parfois. En tout cas, il y a des gens qui peuvent se vexer. Donc, on a le vous de politesse. Mais le vous de politesse, il est distant, il est froid. Et là aussi, bon, c'est pas évident. Alors, les Anglais ont résolu le problème, ils disent you à tout le monde, dans tous les cas, y compris au pluriel. Et le pluriel, c'est intéressant. Est-ce que vous est vraiment le pluriel de tu? C'est pas évident. Je peux m'adresser à tous les tu de la salle en disant vous, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on parle à une personne et qu'on élargit cette personne en incluant dans un sac cette personne et puis plein d'autres gens. Et comme ça, on met tous ces gens dans le même sac. Hein. Vous les femmes, vous les étrangers, vous les banquiers, peu importe, on fait des généralités. C'est pratique parce que c'est flou. Et le bon côté de ce flou, c'est que l'auditeur, quand vous racontez en vous, peut choisir. Est-ce que je parle à vous seul? Est-ce que je parle à chacun d'entre vous? Est-ce que je parle à vous tous? Ou est-ce que je parle à tout le monde sauf vous? Vous avez le choix de vous mettre dehors, de vous fondre dans la masse, c'est libre service. Je peux aussi dire vous autres, et comme ça, j'amplifie le fait que vous êtes bien différent de moi. Sur le je. Je, c'est celui qui parle. Quand on dit je, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on parle. Quand on dit je, on se met au centre. C'est pour ça que moi je, c'est considéré comme très impoli de tout le temps dire moi je, moi je. En anglais, pourtant, on a choisi de mettre le I en majuscule. En français, si vous mettez je avec une majuscule, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Pourtant, il y a des avantages à ce je. Quand vous racontez en je, l'autre entend je. Mais lui aussi, il est je. Et il peut comparer son je à votre je. Chercher des points communs, des comparaisons. Parce qu'on est tous je. Le téléphone sonne, vous décrochez, vous demandez qui c'est, on vous répond « c'est moi ». Évidemment. Et c'est pour ça que c'est intéressant que je et tu non plus, d'ailleurs, ce sont des pronoms qui n'ont pas de genre. Mais en français, il y a les accords. Et quand quelqu'un dit « je me sens incomprise », on sait. Mais quand même, vous racontez en « je », l'auditeur peut se demander à quoi j'ai affaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce « je » ? Et commence le jeu du jeu, la devinette de « est-ce que j'ai affaire à un personnage, un narrateur ? Est-ce que c'est vraiment le conteur, la personne réelle qui est en train de témoigner en son nom pour de vrai ?» Et puis derrière l'identité de ce jeu se pose quand même la question de sa fiabilité, sa crédibilité. Est-ce qu'il n'est pas en train de me raconter des histoires? Alors, même chose que pour le tu, si on multiplie le je,
est-ce qu'on obtient d'office un nous? Eh ben, c'est encore plus rare. En général, quand on dit nous, on fait gonfler l'individu qui parle en englobant tout ce qu'il y a autour. Mais ça peut quand même commencer avec un singulier, le nous royal. Puis ça peut être nous deux, moi qui parle et toi qui écoutes. Et puis ça s'amplifie comme ça, naturellement, jusqu'à pouvoir être tous les humains, tous les êtres vivants, nous tous qui peuplons la Terre. À nouveau, c'est flou. Alors, c'est assez particulier à certaines langues. C'est pas partout que ce vous est si flou que ça. Beaucoup de langues aiment clarifier cette ambiguïté. On peut avoir un nous duel pour deux seulement. On peut avoir des nous inclusifs et exclusifs. Un nous qui fait comprendre à celui qui parle que je parle de moi, de eux, mais pas de toi. Ou au contraire, que la personne est admise dans ce nous. Ça permet de clarifier des choses. Si je dis « nous allons faire des courses et puis après nous allons manger », est-ce que je dois mettre mon manteau? Est-ce que je vais faire des courses avec toi ou... Parce que je peux très bien vouloir dire « moi et Muriel, on va faire les courses et puis après tous nous allons manger ». En tout cas, ce nous, très clairement, il englobe, il peut créer des communautés avec ce que ça a de bon et avec ce que ça a de mauvais. Parce qu'il y a quand même la question de savoir quel consentement il y a dans cet englobement du vous, du nous. Est-ce que vous êtes d'accord de faire partir de mon nous? Quand un politicien parle et qu'il dit « nous, on va faire ci, on va faire ça », ça peut vous déranger d'être inclus comme ça de force dans son opinion à lui. Et puis, on peut avoir des docteurs, des mamans qui se plaisent à dire « nous n'aimons pas cela, n'est-ce pas, chérie? Est-ce que nous avons mangé ce matin ?» Le nous trace une frontière, en tout cas. Et avec cette frontière, ben forcément, ça crée l'idée qu'au-delà du nous, il y a un monde probablement hostile. C'est nous contre eux. Eux, les ils et les elles. Alors, il et elle, c'est la troisième personne. Et la troisième personne, c'est la seule qui est le sujet, qui est seulement le sujet, qui est en dehors de l'échange. Ils, elles, n'ont pas le droit à la parole. C'est pour ça que quand on parle de quelqu'un qui est présent en il, en elle, c'est impoli. Vous lui dites qu'il ne fait pas partie de la conversation. Historiquement, beaucoup de il, de elle à travers les langues dans le monde descendent directement d'un démonstratif. Ceci, cela, cet homme, cette femme. On montre du doigt, mais avec la langue. C'est le seul pronom qui ne désigne pas forcément un être actif, un être vivant. Ça peut désigner un objet, une idée. Ça peut même désigner rien du tout. Être totalement impersonnel. Il pleut. Il était une fois. Et pourtant, c'est le seul pronom qui a un genre. Un genre grammatical. C'est particulier. Le genre grammatical n'est pas forcément celui de la vraie vie. On sait tous que les chaises ne sont pas des filles, que les marteaux ne sont pas des garçons. Mais bon, le genre grammatical, c'est une manière de trier les choses, de trier les concepts, les mots. Alors, comment est-ce qu'on les trie? Ben voilà, en français, c'est féminin, masculin. D'autres langues vont rajouter le neutre. On y inclut généralement les objets, les idées, et puis les situations indistinctes. Mais il y a des langues comme le danois qui ont un genre commun, qui vous dit qu'il y a bel et bien du féminin, du masculin dans ce il, dans ce elle, dans ce il. Hein. En anglais, ah oui, au pluriel, ben ça devient tout simplement they. Au masculin, c'est he, she. Il y a bel et bien un genre, mais pas de genre grammatical. On n'accorde rien avec rien. Voilà. Bref, en turc, en finnois, en hongrois, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de genre grammatical du tout, ni de genre pas du tout. Voilà. Hein, en français, il n'y a pas de mot. C'est ça. Mais ce n'est pas pratique, évidemment. Il y a d'autres façons de créer des genres grammaticaux. On n'est pas forcé de faire féminin-masculin. On peut avoir un genre grammatical qui différencie le vivant du non-vivant, ce qui bouge de ce qui ne bouge pas, ce qui est liquide de ce qui est solide. En fait, si vous voulez créer votre langue, vous pouvez très bien décider de trier les choses en fonction de leur couleur, de la taille des mots, il n'y a pas de problème. Voilà.
Chez nous, en latin, à la base, c'était personnel, impersonnel plutôt. Après, petit à petit, on est passé avec l'idée d'un féminin, et puis on a fait fondre le masculin, le neutre ensemble, pour avoir ce truc qui nous dit qu'au pluriel, le masculin l'emporte donc naturellement. C'est une narration comme une autre de notre langue. Je conclus que quand je dis tu, eh ben je me crée, je me place comme je. Inversement, quand on dit je, c'est qu'il y a un tu. C'est un couple miroir qui ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et c'est un couple réflexif, un couple qui échange sans arrêt sa place. Parce que quand je dis « comment tu vas ?» vous ne me dites pas « tu vas bien ?» Ce ne serait pas logique. Vous passez au « je ». Et chacun son tour, on est « je », chacun son tour, on est « tu ». Mais, quand on parle de « il », là tout à coup, c'est le même mot pour tous les deux. Quand on parle de « elle », c'est hors de nous, et on peut regarder tous les deux et se mettre d'accord qu'effectivement, c'est « elle ». C'est pour ça que c'est peut-être intéressant quand même de raconter l'histoire à la troisième personne, pour qu'on puisse regarder ce tiers extérieur et tous les deux se projeter pour vivre son histoire, l'histoire de ce héros, de cet archétype ensemble, et en faisant comme si on parlait d'autre chose, se parler un peu de nous, sans en avoir l'air. Alors, merci Julien. Quand je t'entendais et que je pensais au slogan nous allons devenir les champions de l'inclusion. Dans ce nous, évidemment, il n'y a pas des personnes invalidées. C'est le nous des valides. Donc, comment aussi le nous peut exclure certaines personnes de manière sous-entendue. Donc, en fait, la question, je vous ai laissé un petit peu avec mes deux personnages, Peter Pan, entre deux, et Mélusine avec son cœur déchiré parce qu'elle est séparée à tout jamais de Raymondin, et ces deux personnages qui m'ont permis d'identifier une certaine narration qui pèse sur les corps différents, les corps identifiés autres, les corps non normés. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Comment je fais pour quelle stratégie je peux adopter, quelle attitude je peux adopter pour tout d'un coup sortir de cette narration? Parce que la première étape, évidemment, c'est de l'identifier. C'est déjà pas si facile, en fait, de voir qu'on en fait partie et que inconsciemment, soi-même, on en est complice. Mais c'est après comment je fais pour ne pas me laisser enfermer, ne pas laisser enfermer mes personnages parce que les dominants projettent dessus. Et là, on dit beaucoup qu'il faut inventer des nouveaux récits. Eh ben, moi, je pense qu'on ne part pas évidemment ex nihilo. C'est-à-dire que les récits sont là. Mon récit de Peter Pan, il est là. Mon récit de Mélusine, il est là. Et tout à coup, c'est comment ouvrir une autre partie du récit. Un peu, ça me faisait penser, j'avais été une fois au musée d'art ancien qui est à la Place Royale, et comme c'est très compliqué toujours, parce que les ascenseurs, à plusieurs bâtiments, les ascenseurs ne correspondent pas, donc il faut un guide, et il a plein de clés dans ses poches, et puis du coup on passe par la cave, et puis il dit vous avez de la chance, personne ne vient jamais ici, c'est la réserve, et alors il a des clés et tout ça, et tout d'un coup, hop, j'ai un monde qui s'ouvre et tout d'un coup, je me dis, tiens, ces personnages, si je rentre si j'interroge par la réalité de leur corps, leur réalité corporelle, vraiment, si je rentre par là, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et on parle beaucoup des faits de sidération, de troubles, de peur, parfois de la vue de certains corps handicapés. Et tout d'un coup, si tout d'un coup on met à vue cette effrayante étrangeté comme un geste artistique, un peu comme Brecht parlait de l'inquiétante étrangeté, et tout d'un coup de la montrer, de voir ce qu'elle a à nous dire. Si je reprends tout à coup mon personnage
de Mélusine, si j'essaye de montrer l'autre, l'altérité en elle, tout d'un coup, je m'intéresse à la réalité de son corps. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme serpent un jour par semaine? D'abord, je me dis, elle doit avoir une cicatrice, quoi. Elle doit porter au milieu de son corps la trace de sa double nature. Et sûrement, cette cicatrice lui fait mal. Parce que comme c'est tous les samedis, cette cicatrice se réveille. Je me dis que sans doute, elle n'a pas envie que Raymondin dépose ses caresses sur la cicatrice. Je me dis, qu'est-ce qui se passe quand elle est dans son bain le samedi et qu'elle se transforme en femme serpent? Elle a sa peau qui devient une peau de serpent. Elle a ses jambes qui s'entremêlent, elle a ses os qui craquent. Et sans doute la peur de rester à tout jamais immobile dans son bain et que peut-être on viendrait la voir, que peut-être Raymondin la verrait comme ça et que s'il la voit comme ça, est-ce qu'il l'aimerait toujours? Donc, tout d'un coup, je rentre dans cette réalité-là. Et le fait de rentrer vraiment dans la réalité corporelle de Mélusine, je me dis, mais comme elle doit souffrir de devoir cacher son secret comme ça tous les samedis, ce corps si intime dans lequel elle souffre, avec lequel elle a une expérience unique d'être au monde et qu'elle doit cacher même à l'homme qu'elle aime, parce qu'ils s'aiment vraiment, Raymondin et Mélusine. Et donc, je rentre dans ce mystère-là. Et tout à coup, je me dis qu'on peut raconter l'histoire de Mélusine et de Raymondin comme une histoire romantique d'amour où ces deux êtres, par leur nature différente, qui ne peuvent pas se rencontrer et l'amour est impossible, ou l'histoire tragique d'une trahison, d'un cœur déchiré à tout jamais. Mais je peux aussi me dire qu'à la fin, quand elle devient serpente dragonne, et qu'elle quitte le monde des humains. Et là, moi, je la vois, elle se pose un dernier instant en haut du château et elle regarde toute la cour. Et là, elle voit que, quelque part, elle n'a jamais été des leurs. Et dans les yeux de Raymondin, son mari, enfin, elle se reconnaît parce que là, elle est vraiment elle-même. Et pour moi, là, Mélusine, quelque part, j'ai le sentiment, mais ça c'est ma croyance intime en tout cas c'est comme ça que je porte ce récit, j'ai le sentiment que je peux la rendre entière et telle qu'elle est. Si je me dis Peter Pan, il est condamné à être un petit être entre deux, comme ça, tout seul, à tout jamais. Mais je me dis, mais Peter Pan, il choisit en fait réellement ça. Il sait à quoi ce dont il renonce à l'amour d'une mère, il renonce à l'idée d'entrer dans une histoire, dans le sens être éternellement un enfant, ça veut dire qu'on ne vieillira pas, ça veut dire que du coup, on n'aura pas de mémoire, on ne s'inscrit pas dans une histoire. Il renonce à subir l'attraction terrestre, puisqu'il vole. Donc en fait, il renonce à tout ce qui nous fait être incarné. Et du coup, c'est quelque chose qui pourrait qu'on peut dire que c'est assez mortifère. En fait, il refuse d'être un vivant, mais en même temps, il porte le souffle de l'âme. Et ce que j'aime, j'ai pris comme exemple ces deux personnages-là, mais il peut y en avoir d'autres. Dans ces personnages, c'est que ce sont des personnages d'une telle richesse que par leur symbole, ils ne sont pas binaires, ils ne sont pas... ils portent à la fois la chose et son contraire. Et que ça, tout à coup, il y a tout un monde qui s'ouvre. Et là, moi, je trouve qu'on a un outil incroyable avec le symbole de proposer des figures, des personnages qui parlent
vraiment très loin. Quand maintenant je m'intéresse à un être entre deux, je me dis, peut-être que je parle à la personne handicapée, mais peut-être que je parle à tout à fait autre chose. Peut-être que je parle à Héphaïstos, le dieu qui a chuté et qui se retrouve dégradé et qui est entre terre et l'Olympe et qui ne trouve plus sa place. Peut-être que je parle aussi à l'endroit très profondément en moi où je sais c'est quoi de ne pas tout à fait être à sa place. Donc en fait, le langage symbolique a vraiment une très grande puissance. Et en fait, pour un petit peu élargir de manière générale ce questionnement et de dire comment compter dans la société, moi en tout cas avec ce questionnement-là, en fait, les contes, les mythes et les légendes sont truffés en fait de ce genre de personnages. Des personnages qui sont à la marge et qui sont les personnages par qui l'histoire arrive. Les êtres hybrides, les entre-deux, les boiteux, les mal formés, les exclus, les bénets, les cadets, les incomplets, les autres. Ils avancent en équilibre sur un fil, ils ouvrent la porte de nos imaginaires, ils invitent à voir et à penser autrement. Et ils ont été transmis par la tradition orale, qui est finalement la tradition la plus nettoyée du discours dominant. Alors après, il faut encore bien nettoyer parce qu'ils ont été transmis. Mais du coup, je peux me dire que si tout d'un coup on voit ces personnages comme ça, on peut aussi penser que tous ces personnages sont des variations. Comme ça, le handicap aussi, tout à coup, ne doit plus nécessairement être pensé comme une anomalie, mais une variation. Et moi, quand je pense, par exemple, à la puissance du personnage de Peter Pan, qui finalement nous montre par son refus c'est quoi d'être un être vivant. Être un être vivant, être un être humain, c'est d'être incarné dans un corps vieillissant et mortel. Et moi, je suis très troublée que les corps qui sont fragiles, qui ont conscience de la fragilité de leur corps, qui ont conscience de leurs limites, qui peuvent être parfois encombrés par leur corps et qui détiennent un savoir qu'on ne va pas plus les interroger en fait, parce qu'on sera tous à un moment donné confrontés au fait d'être vieux, d'être malade. Et là, je pense qu'il y a un secret, un mystère qui pourrait peut-être être un tout petit peu interrogé. Et moi, c'est tout ça que je fais, ce vieux pieux que dans la rencontre de l'autre, dans la rencontre avec l'altérité, c'est là qu'on ouvre notre humanité, mais pas seulement dans le sens humaniste, comme je disais, c'est vraiment dans le sens de c'est quoi d'être un être vivant, un être humain vivant. Voilà. Dans tous les êtres humains vivants, je vais maintenant plus vous parler des femmes. Des personnages féminins. Christine a parlé des personnages. Je vais faire un petit détour par mes lectures. Donc, oui, hein, je suis une lectrice compulsive, en plus d'être une féministe et une conteuse, voilà. Entre autres, 1001 casquettes. Donc en 2020, je lis ça. Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran, édition de l'Olivier. Ouais, ça parle de cinéma, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Hein. Donc voilà, je découvre le concept de regard féminin, female gaze, et de regard masculin, male gaze. C'est un concept qui est né dans les années 70, entre autres avec une critique de cinéma, Laura Mulvey, et Iris Bray, elle le remet en lumière dans cet ouvrage. En 2020, il y a eu MeToo, les luttes féministes se renouvellent. Et le regard féminin, donc, c'est une théorie féministe qui questionne le regard que les spectatrices portent sur les personnages féminins dans une œuvre cinématographique et plus largement dans les contenus culturels. Alors le point de départ de cette réflexion autour du regard féminin, c'est l'existence d'un regard masculin ou male gaze. Et le présupposé que dans la culture dominante, on nous impose, on nous propose d'adopter le regard d'un homme hétérosexuel et de considérer les femmes éventuellement à travers ce prisme. Et donc le male gaze au cinéma, c'est une esthétique qui représente des corps féminins et qui les représente souvent comme des objets morcelés et dépersonnalisés.
avec des procédés cinématographiques. Par exemple, un des procédés, c'est le panorama vertical du bas vers le haut. Une plage, James Bond, des petites jumelles. La James Bond Girl, ça peut être Ursula Andrew ou Holly Berry, elles ont le même bikini, à ce qui paraît, j'ai appris ça tout à l'heure, sort de l'eau. La caméra s'attarde pas très longtemps sur ses pieds délicats, remonte lentement et langoureusement le long de ses jambes, fait un long arrêt sur son postérieur ferme et musclé. Alors elle a pris cette position, vous voyez là, où on peut admirer à la fois les fesses et les seins, là, voilà. Puis ça remonte, ça s'attarde largement sur la poitrine. Et puis éventuellement ça va jusqu'au visage, mais pas forcément, ça peut s'arrêter. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très fréquent dans les films, tellement fréquent qu'on s'en rend même plus compte. L'héroïne qui retire son t-shirt, hop, du bas vers le haut. Un autre procédé qui est fréquent, c'est le ralenti. Donc, j'ai pas vu, hein, je vous jure que c'est vrai, j'ai pas vu, parce que ça pourrait faire croire, genre, j'ai pas vu Twilight. Mais apparemment, quand il rencontre Bella, il y a un ralenti. Et en fait, quand il y a un ralenti sur la fille, c'est pour nous dire que c'est cette fille-là qui est désirable. Voilà. Et donc, voilà, on nous morcelle les femmes et on les dépersonnalise. Il y a d'ailleurs des études qui ont prouvé que quand on ne voit pas le visage, on considère ça comme un objet. Voilà. Et en fait, ces ralentis et ces panoramas là, du bas vers le haut, c'est pas non plus toutes les femmes. Hein. Non. Il faut avoir moins de 30 ans, de préférence un BMI autour de 17, voilà, hein, et souvent être blanche en fait, hein, parce que les représentations de femmes non blanches est valide évidemment, hein, parce que voilà, hein, et de toute façon, si c'est un film avec une femme qui est en chaise, en fait, on va prendre une qui est valide et la mettre sur une chaise, hein, ça aussi. Donc, bref, je m'égare. Rattrapez-moi. Voilà, bref. Donc voilà, donc c'est une question de mise en scène. Et cette manière de faire, elle a pour but de satisfaire les regards masculins. Lesquels? Deux. Ceux, les intradiégétiques, comme on dit. Oh, j'aime bien utiliser des mots savants, ça me donne l'impression d'être intelligente. Donc, à l'intérieur de la fiction, donc James Bond, et extradiégétique. Voilà, Monsieur Tartampion qui est sur son fauteuil de cinéma et qui regarde aussi. Voilà, donc ça sert à satisfaire ça. Et puis, il y a le female gaze. Le female gaze, imaginons Lara Croft sur une plage, ses petites lunettes, Timothy Chalamet sort de l'eau, ou toute autre personne qui susciterait vos fantasmes. La caméra remonte, s'arrête sur son boxer short bien équipé. Non, c'est pas ça en fait, le female gaze, non. Parce que je vous rappelle, le féminisme, ce n'est pas le patriarcat à l'envers. D'accord? Donc, le female gaze, ce n'est pas le male gaze à l'envers. Non, c'est autre chose, c'est une nouvelle esthétique. Alors, Iris Bray, elle nous résume en 6 points comment on crée un female gaze à l'écran. Alors, il faut narrativement que le personnage principal s'identifie en tant que femme. Que l'histoire soit racontée selon son point de vue et que son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Et d'un point de vue formel, il faut que grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressente l'expérience féminine. Alors, il y a plein de procédés. Si vous avez vu Fleabag, ça peut être s'adresser directement à la caméra. Ça peut être la vision subjective. Donc, un exemple qu'Iris Bray donne, imaginez la séance où Jeanne d'Arc se fait brûler, là. Male gaze, elle se fait brûler et les vêtements brûlent plus vite que le reste. Voilà. Female gaze, on voit les gens qui crient, qui hurlent, la caméra est placée à l'endroit du bûcher et on voit les gens qui crient, qui hurlent et cette masse hurlante autour d'elle. Voilà, ça ce serait un female gaze. Alors, si les corps sont érotisés, eh bien que ce geste soit conscientisé. Parce qu'en fait, l'érotisme occidental, il est vraiment construit sur quelque chose, un principe que le non-consentement, il est excitant et que le consentement, il n'est pas excitant. Et les baisers volés, les viols qui se transforment en « Ah mon Dieu, j'aime ça », ça fait florès, voilà. Et donc, s'il y a des scènes érotiques, qu'elles soient vraiment conscientisées et qu'on sorte de ça, de ce non-consentement qui est excitant, qu'on rende le consentement excitant.
et que le plaisir des spectateurs ne résulte pas de la pulsion scopique du fait de voir des femmes à poil, en gros. Voilà, bon, j'ai lu tout ça, et je me suis dit, mais caramba, en fait, diable, mordieu, diantre, fichtre, je m'égare, pardon. Oui, Julien regarde l'heure, voilà. Non, tout va bien, je peux continuer encore un petit moment. On est dans les clous, ça va très bien. Je me suis dit, ah ah, mais le conte dont on m'a appris que c'était du regard et de la mise en scène, est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer? Voilà, bon, j'ai 2 enfants, j'ai mon boulot de conteuse et tout, j'ai un peu oublié. Début 2023, le Théâtre de la Parole me propose d'écrire une analyse en éducation permanente et je peux choisir mon sujet. Donc voilà, toutes les réflexions que vous allez entendre maintenant à propos du female gaze dans les contes, ça vient de cette analyse. Et donc vous pouvez vous dispenser de noter frénétiquement mes paroles parce qu'il y a même le texte que Magali nous a très gentiment apporté avec parmi d'autres analyses et qui sera disponible à la sortie. Voilà, je dédicace, non ça c'est pour rire. Voilà. Donc voilà, n'importe quoi, moi je me lâche quoi. Et j'ai pas encore bu le champagne. Hein. Donc bref. Comment faire ressentir l'expérience féminine dans le conte et tout ça, c'est des questions. C'est des questions plutôt que des réponses. Alors, d'abord, le regard féminin, il n'est pas lié au genre de la personne qui raconte. Hein, on peut être une conteuse et faire du male gaze, et on peut être un conteur et faire du female gaze. Mais bon, ça implique au minimum de s'intéresser un tout petit peu à la condition féminine et à son expérience située. Et évidemment, il y a les procédés narratifs, mais il y a les procédés formels. Et alors, les procédés narratifs, ils peuvent s'appliquer au conte, mais les procédés formels qu'elle nous a donnés, non. Donc, quels sont les procédés formels qu'on pourrait appliquer? Et voilà, c'est là-dessus que j'ai réfléchi. Je précise aussi que ce n'est pas parce que le personnage principal est une femme que c'est du female gaze. Il y a un genre qui s'appelle le portrait de femme. Et donc, un personnage principal n'implique pas forcément que ce soit un female gaze. Il faut vraiment et le narratif et le formel pour être dans un female gaze. Alors, la première chose, c'est comment est-ce qu'on décrit nos personnages féminins? Oui, il faut mettre des mots pour les décrire, ces personnages, parce que, oui, il y a des images, mais on les crée avec nos mots. Alors, est-ce qu'on va s'attarder sur la poitrine généreuse de notre héroïne? Non, mais je veux dire... C'est des choses que j'ai peut-être déjà entendues, peut-être, je ne suis pas sûre, ou sur ses jambes musclées qui sont prêtes pour la course. Est-ce qu'on va s'attarder sur ses yeux bleus et doux comme un coussin de brocart, ou sur son regard perçant? Est-ce qu'on va s'attarder sur sa taille fine ou sur ses mains fortes? Des questions que je me pose. Les héroïnes, elles sont souvent décrites comme belles. Mais à quoi ça sert, cette beauté, dans l'histoire? Est-ce qu'elle joue un rôle dans la narration? Ou est-ce que c'est juste pour se faire plaisir? Et les moches. Oui, les moches, quand même. Alors souvent, c'est les méchantes, on est bien d'accord, c'est les méchantes. Bon, je vous en parlerai un jour plus longuement. Mais en attendant, voilà. Parfois, on décrit très longtemps leur disgrâce physique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et plus largement, est-ce qu'on va décrire les personnages féminins comme des personnes à part entière, ou est-ce que c'est juste des décorations dans l'histoire? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est quel rôle jouent les personnages féminins? Alors, bon, je vais essayer de, sans trop m'avancer et ne pas créer la polémique, on pourrait dire que le conte, il va cheminer, le conte traditionnel, cheminer d'une situation initiale bancale vers une situation finale où les conflits ont été résolus. Alors, est-ce que cette situation finale, elle va remettre l'héroïne, les protagonistes féministes à leur place, ou est-ce qu'elle va s'être réappropriée son destin, cette héroïne? Et j'ai entendu cette phrase dans une conférence de Luc Parizel: les contes sont une façon de dire les choses qui permettent une émancipation. Et donc, dans une grille de lecture female gaze, l'émancipation, ce serait un dépassement du patriarcat, voire, soyons folles, voilà, un féminisme politique, l'abolition de toutes les hiérarchies, la grande sororité, fraternité, adelphité, voilà, la camaraderie. Bon, concrètement, dans les contes, un exemple, une réflexion qui m'a traversée avec un conte sibérien qui s'appelle L'ogresse aux longues oreilles. Pour ceux qui connaissent L'ogresse aux longues oreilles,
Au début, un frère, une sœur, la sœur, elle fait la cuisine, le frère, il chasse, et puis, bon, sur leur chemin va se mettre une ogresse aux longues oreilles, et puis toute une série de choses, en fait, si on creuse dans la symbolique, oh, bah, c'est un voyage chamanique. Et à la fin de l'histoire, dans le conte tel que je l'ai découvert, dans un texte, dans un album, c'est la sœur, elle se retrouve dans la cuisine, et le frère, il est à nouveau avec son arc. Et puis en réfléchissant, je me dis, mais il dit quoi ce conte? Est-ce qu'il dit les femmes à la cuisine et les hommes à la chasse, ou il dit c'est important que chacun fasse son chemin pour trouver sa juste place? J'avais l'impression que le message, c'était plutôt ça. Et donc dans ce cas-là, est-ce que c'est grave d'inverser le motif et de dire qu'à la fin, la fille, elle prend l'arc et qu'elle devient chasseuse, chasseresse, et que c'est bien, et que le frère, dans la cuisine, il trouve son bonheur? Voilà, c'est dans les questions que je me posais. La sororité. Bah oui, la sororité, cette solidarité entre femmes. Est-ce que dans les contes, de temps en temps, on pourrait représenter autre chose que des femmes qui se crêpent le chignon pour un homme, pour un objet, ou pour un objet qui mène à un homme, genre une pantoufle de verre? C'est une réflexion que je me pose. Et est-ce qu'on pourrait aussi appliquer le test de Bechdel, hein, voilà, deux femmes qui ont un nom, un prénom, et qui discutent entre elles d'un truc qui n'est pas un homme pendant au moins plus de 3 minutes. Voilà. Donc, voilà. Avec quel procédé de langue on parle des personnages féminins? Bon, je vais commencer tout de suite par le sujet qui fâche. Je suis pleine de ressources. J'ai été à une conférence hier sur le sujet. Le langage inclusif. Alors, le langage inclusif, je suis sûre que je ne prêche que des convaincus, mais voilà, ce n'est pas le point d'inclusion, le point médian. Ça ne se résume pas à ça, c'est bien d'autres choses. De toute façon, le point médian, comment le pratiquer dans l'oralité, qui est après tout notre métier, bof. Donc, une langue inclusive, ça ne se pratique pas uniquement par le point médian. Moi, j'ai la profonde conviction que le langage, il crée les images et qu'on ne convoque pas la même chose. Il y a quelques années, avec Anne Deval, on avait suivi une formation et elle nous disait, si je vous parle de la grève de je ne sais plus quelle année et que je dis les ouvriers ont fait grève, ça ne convoque pas la même chose que les ouvrières et les ouvriers ont fait grève. Les paysans ont fait une marche vers la ville, les paysannes et les paysans. Si je vous parle de la Ligue des super-héros, et puis de la Ligue des super-héroïnes, là, vous voyez la petite Wonder Woman là, qui s'est glissée entre Spider-Man et Superman avec sa petite cape. Voilà, elle est là. Donc, il y a plein de... Voilà, je vais les lister. Il y a utiliser des substantifs féminins, parce qu'ils existent. Donc, voilà, dire le chef quand c'est la chef, on peut dire la chef, ça marche aussi. De pratiquer la double flexion, tel le général de Gaulle. Française, conteuse, conteur. De promouvoir les mots englobants, oui, ça je viens de le dire. D'adopter l'accord de proximité ou l'accord de majorité, voire de combiner les deux. Les deux conteurs et les 76 conteuses présentes à ce colloque se sont mises d'accord. Donc c'est à la fois la proximité et la majorité. Et si je ne vous l'avais pas fait remarquer, vous en seriez peut-être même pas aperçu. La langue, elle offre vraiment toutes ces possibilités. Alors évidemment, il y a aussi les néologismes. Auditeurice, amateurice, conteuse. Mais on ne comprend rien. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors moi, je signale juste aux gens qui me disent ça qu'il y a 20 ans, on n'utilisait pas modem, smartphone, TikToké, et que c'est rentré très facilement dans le langage et qu'on comprend très vite. Alors pourquoi, quand il s'agit de féminiser ou de créer un nouveau nom, subitement les néologismes posent problème? Je m'interroge. Voilà. Et un autre procédé de langue, c'est l'utilisation de la voix active. Alors ça peut paraître très anodin, mais en fait c'est très important parce que c'est vraiment quelque chose qui infuse le discours médiatique. Je vous envoie à Rose Lamy, Déconstruire le discours sexiste dans les médias. Ou est-ce que m'a dit un monsieur dans un débat, après un spectacle, un bord de scène, qui m'a dit « Mais les hommes se font violer aussi !» Bon, je rentre tout de suite dans un truc grave. Donc j'ai dit oui, bon, ok, ça, tout à fait d'accord. Quelle voix utilisons-nous? Ce sont faits. C'est du passif, c'est de la voix passive. Et la voix passive, on peut dire,
On peut mettre le sujet réel en fin, mais souvent on ne met pas le sujet réel. Donc là, en l'occurrence, le sujet réel, il n'est pas à la fin. Mais donc, si on inverse, ce sont les hommes qui violent les hommes, en 90% des cas. Voilà. Une jeune fille, c'était un titre du soir, une jeune fille se fait gifler dans la rue. Par qui? On oublie complètement l'agresseur. Dans nos contes, l'héroïne s'est fait agresser. On occulte la terrible graisse qu'il a bouffée, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une réflexion sur le langage. Donc voilà, pratiquer une langue inclusive, mais aussi réfléchir à la manière dont on parle de nos héroïnes. Est-ce qu'on va parler d'elles comme d'héroïnes actives ou d'héroïnes passives qui subissent les choses, et je pense que j'ai fait le tour de mon blabla, là. Hein, oui. Donc je vois Julien qui attend le micro avec impatience. Et forcément, je remercie Muriel d'avoir terminé sur un point de conjugaison. Parce qu'effectivement, la manière dont on conjugue les actions, elle n'est pas anodine. Quelque part, elle nous met une certaine perspective, une manière de voir, un parti pris. Conjuguer l'action, c'est nous dire où elle se situe. C'est la situer, mais par rapport à quoi? On la situe par rapport au moment où on parle. Si on parle au présent, c'est sous-entendu quelque part que l'action se passe en même temps que je suis en train de la décrire. En vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On comprend bien par code que souvent, au présent, on décrit quelque chose de passé. Il y a un an, il arrive chez moi, il toque à la porte. C'est clair, il n'y a pas de problème. Demain, je vais l'acheter, c'est promis. Aucun souci. Mais ça a quand même comme conséquence de nous mettre directement dans l'action. On est comme si on y était. Alors en français, on a quand même des lacunes au niveau de la palette des présents qui est possible. Par exemple, on n'a rien pour nous permettre de décrire un présent qui s'allonge, comme le présent continu des Anglais. On est obligé de dire « je suis en train de faire des crêpes ». Parce que si je disais « je fais des crêpes », c'est pas clair. Est-ce que c'est mon métier, que je fais des crêpes tout le temps? Est-ce que je tape juste sur mon genou et que je dis « allez, je fais des crêpes, je vais m'y mettre ». On ne sait pas trop. Eh bien, il y a des langues dans lesquelles on a des temps qui nous permettent, par exemple, de dire aussi qu'on va faire des crêpes de manière répétitive. C'est un temps itératif. Il y a aussi des temps gnomiques. J'ai toujours tendance à confondre avec gnostique, et je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le temps gnomique, ça existe en latin, c'est très intéressant. C'est un temps qui exprime quelque chose qui est vrai dans l'éternité, ou en tout cas sur quelque chose de très, 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 très long. La Terre est ronde. Dieu existe. Les symboles sont éternels. Alors le passé, en revanche, il nous annonce très clairement la couleur que l'action est terminée. Et si l'action est terminée, achevée, à un moment précis dans le passé qu'on peut situer, ça veut dire que le conteur probablement connaît la fin de l'histoire et qu'il va pouvoir nous la raconter. Ça a quelque chose de rassurant quand même. À l'imparfait, les choses sont un peu différentes. On est dans cet effet continu, dans cet allongement de l'action. On parle d'une action qui durait à ce moment-là, ou qui se répétait encore et encore. En tout cas, une action qui n'était pas encore finie à ce moment-là. C'est un temps de nostalgie. C'était le bon temps quand même. Peut-être même qu'en ce temps-là, on pensait que ces choses dureraient toujours. C'est le temps des regrets, le temps des paradis perdus, le temps de « si j'avais su ». Et du coup, si j'avais su, il va me falloir un conditionnel avec ça. Le conditionnel, c'est un temps dans lequel on pose un postulat, une prémisse, et puis on développe à partir de là. Si je faisais ceci, alors, et j'ai là une nouvelle base à partir de laquelle je vais pouvoir encore imaginer quelque chose. Et comme ça, la pierre de l'imagination va tourner. C'est comme ça qu'on fait des romans de science-fiction. La science-fiction qu'on appelle parfois la littérature spéculative. C'est un temps de l'imagination, mais quand même un temps de l'incertitude, avec des conditions, exactement comme le subjonctif, qui fonctionne juste à l'envers. On part du résultat qu'on aimerait avoir et on essaye d'imaginer ce qu'il faudrait ou ce qu'il aurait fallu pour qu'on puisse l'obtenir. C'est un temps qui nous parle de nécessité. Il faut que tu le fasses.
mais aussi un temps de doute. Je ne suis pas sûr que tu en sois capable. À l'inverse, on a des temps qui sont beaucoup plus affirmatifs. L'impératif, par exemple, évidemment, hein, c'est l'ordre qui sert à, le temps qui sert à donner des ordres, à exprimer une injonction. Mais bon, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, l'autre fera quand même ce qu'il veut à la fin. Donc, si vous voulez utiliser l'impératif, il va falloir avoir une autorité. Et cette autorité, ben, c'est celle des gens qu'on suit, comme un gourou ou un GPS. C'est quand même, si vous devez raconter un impératif, je vous conseille quand même d'être prudent. Pour pas que votre public se révolte, il va falloir quand même aller chercher son assentiment, peut-être en posant des questions. Est-ce que vous voulez que le personnage prenne la porte de droite? Alors allez en page 54. Dans le futur, rien n'est écrit. Le futur ne s'est pas encore passé. C'est une page blanche, tout est possible, et pourtant, il n'y a pas de doute dans le futur. Si vous racontez au futur, c'est que vous savez ce qui va se passer. C'est le temps de la prophétie. C'est parfois aussi le temps des politiciens. Bon, ben soit. On peut quand même utiliser aussi le futur pour donner un ordre. C'est un peu plus soft power, comme si vous saviez d'avance que l'autre va faire ce que vous dites de plein gré. C'est le temps qu'on utilise pour murmurer un plan compliqué à un complice. Et alors la question sur laquelle j'avais envie de terminer le petit exposé, le petit panoramique des temps, c'est du coup, comme il y a cette certitude, est-ce qu'on peut changer le futur? Voilà. Bon, pour résumer un peu tout ça, en situant l'action, ben forcément, on place la caméra quelque part, on influence le regard du spectateur, mais aussi, et ça c'est plus intéressant, en situant l'action, on se situe soi par rapport à elle. On choisit où on se place, on prend position. On place le temps de notre récit, mais à côté du temps du récit qui s'écoule, ben, il y a le temps du racontage. Vous êtes sur scène en train de raconter. Et il y a toute une narration qui se crée aussi. À la fin du spectacle, les gens ont vécu une aventure avec vous, il y a toute une histoire qui s'est passée. Et puis il y a le temps intérieur de chaque spectateur qui a vécu son histoire avec les symboliques qui échappent à la conjugaison, mais qui sont aussi une autre petite histoire qui se raconte. Dans le temps, dans la conjugaison, vous avez quand même encore d'autres questions, comme le niveau d'information que vous avez. S'il y a de l'incertitude, c'est que vous ne savez pas tout. Alors, vous êtes un drôle de narrateur tout de même. Parce que nous, en tant que public, on espère que vous allez nous donner les informations. Parce que le public sait, quand l'histoire commence, que vous avez les infos et lui pas. Et il va essayer de comprendre. Il va essayer de surpasser même le personnage en niveau d'information. Et quand il sera arrivé au-dessus du personnage dans cette information, alors, il pourra vous comprendre mieux que le personnage lui-même. Il y aura entre vous une ironie narrative, une complicité. C'est cette relation du public qu'il y a entre celui qui livre les informations. Bref, tout à l'heure, on s'est demandé qui parle, à qui, de quoi. Et bien maintenant, on s'est demandé depuis où on parle. Vous me renvoyez, et toi Muriel et toi Julien, deux choses. Quand tu parles de femelle gaze, j'ai envie de dire, ben, peut-être que moi je dois raconter avec un anti-gaze, donc à hauteur de personnages au corps autre. Et quand tu dis aussi qui parle sur scène, on est un narrateur situé et tout, il y a quelque chose au début je ne conscientisais moins, mais qui de plus en plus, au fur et à mesure que je raconte, je vois qu'il prend quand même beaucoup de place dans la narration, c'est-à-dire mon corps sur scène. C'est-à-dire un corps opaque qui est déjà porteur d'une certaine narration et qui est porteur de la narration, soit de l'admiration, soit de l'empathie compassionnelle. Donc comment faire pour sortir du haut tête penchée et du haut A qui était, voilà, avec la tête bien droite. Et ça, bon, il y a une part qui m'échappe complètement. C'est-à-dire que
il y a une part sur laquelle je n'ai pas prise. Ça existe, c'est comme ça, c'est comme on projette, c'est pas la même chose d'emblée si une femme va rentrer sur scène, si un homme va rentrer sur scène. Il va déjà se passer une série de choses. Mais encore, en plus, la question de avec la chaise roulante, pas la chaise roulante, c'est quelque chose qui se voit et qui raconte tout de suite quelque chose sur scène. Donc c'est pour ça j'ai euh, pas 100 000. Je pense que arriver à mettre des mots là-dessus, conscientiser, être très à l'aise avec ça, essayer d'être le plus possible à l'aise avec ça en disant, ben oui, forcément, ça raconte. Je ne sais rien faire raconte, ça raconte, tiens, où ça t'a encombré, etc. Et moi, prendre conscience quand je raconte des histoires, la manière dont je rentre dans ma narration, que les gens, quelque part, vont rentrer un tout petit peu déjà dans le récit par la narration première qu'ils ont posée sur moi. Et donc, quand j'ai travaillé des histoires de bossu, je peux vous dire que j'ai ramé au début, parce que je voulais raconter ça, mais je ne trouvais pas justement, chaque fois que je faisais un truc, je faisais, ah oui, je ne veux pas dire ça, ah non, je ne veux pas dire ça. Et tout d'un coup, il y a un moment donné où il y a un endroit où je suis à l'aise. Donc, c'est vraiment me poser la question, tiens, d'où je raconte. Je sais que alors c'est très paradoxal parce que nous sommes, les personnes handicapées sont très invisibilisées, mais en même temps très encombrées avec l'opacité de leur corps. Le corps, c'est un corps qui se voit et qui parle. Et donc, du coup, il y a toujours le truc entre, oui, mais alors, qu'est-ce que je fais avec un corps qui se voit? Je vais aller me cacher? Oui, mais j'ai pas envie d'être caché. Moi, j'en ai marre d'être invisibilisée. Et donc, du coup, comment on joue avec ce paradoxe sur scène? Donc, je pense que c'est quelque chose, presque un questionnement dramaturgique. Alors, ça se passe pas si consciemment, hein. C'est maintenant, au fur et à mesure que je suis sur scène, où je me rends compte que c'est quelque chose d'important que je dois intégrer. Et une autre chose, je pense que c'est aussi la posture, là, en tant que conteuse, une fois que je suis programmée quelque part. C'est-à-dire que c'est aussi de dire, ben quoi, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas ceci, mettre vraiment des mots, une narration, ma propre narration, très simple sur le fait, mais en fait, ce qu'il faut, c'est une pente. Quel est le problème? S'il n'y a pas de pente, ben, de dire, ben, moi, j'ai pas envie d'être déposée sur la scène et après, je ne sais pas bouger et puis alors les gens applaudissent, et qu'est-ce que c'est fini, on attend qu'on vienne me rechercher. Et tout ça raconte au-delà de moi. Et là, c'est une stratégie, voilà, un peu supplémentaire, mais qui pour moi est hyper aussi importante pour changer la narration qu'on dépose sur les corps handicapés. Et là, j'aime bien me dire aussi que ce n'est pas à moi à prendre ça en charge de manière entièrement, c'est aussi aux programmateurs et aux gens, enfin, je parle des programmateurs, mais pas seulement, je parle aussi des bâtiments publics, partout en fait, à prendre ça en charge. Je n'ai pas à tourner ça de manière drôle pour libérer les gens de cette question en disant c'est pas grave. Si c'est très grave, on réfléchit à comment faire des hommes et des humains augmentés avec des prothèses hyper sophistiquées et on ne sait pas fabriquer une pente. Donc moi, je suis quand même un petit peu... voilà. Et donc, en fait, moi, je vais terminer ça en disant que moi, finalement, une espèce de posture que j'ai eue à un moment donné et qui m'a libérée, c'est de tout d'un coup de me nommer, moi, de me faire rentrer dans une narration en disant « Je suis une conteuse femme en chaise roulante ». Et en fait, c'est pas pour me résumer au fait que je suis en chaise roulante, c'est vraiment d'abord pour que les trois termes, conteuse, femme et en chaise roulante, en créent un quatrième qui enfin, sort, qui est plus que la somme de ses parties. Et aussi de dire que, de montrer qu'en fait, la parole artistique, elle est marquée par la manière dont on habite son corps et dont on vit son corps. Et que forcément, je ne suis pas une personne handicapée qui raconte, je suis une conteuse et ma parole artistique porte la trace de la façon dont j'habite ce monde avec ce corps
si particulier. Et cette formule, conteuse femme en chaise roulante, c'est ma propre version de la serpente dragon. Moi, je vais remettre ma casquette de programmatrice là pour terminer. Peut-être un peu de conteuse et puis de lectrice aussi. Enfin, voilà, j'en remets plusieurs. Voilà, hein, mais d'abord, ce que j'ai oublié de préciser quand je parlais du male gaze et du female gaze, c'est que pour répondre à la question, le male gaze, est-ce que c'est mal? Mais non. Non, c'est pas du tout mal. Enfin, chaque réalisateur, réalisatrice fait ses films comme elle en a envie. Chaque conteur, conteuse raconte ses histoires comme elle en a envie. Ce qui interroge, c'est la prédominance de ce male gaze. Dans les films, si on fait une analyse, ça recouvre quand même 80% de la production cinématographique. Donc c'est vraiment un regard qui est dominant. C'est beaucoup moins dans les séries. Les séries sont plus en réflexion par rapport à ça. Et donc, faire toutes ces réflexions sur le female gaze, ce n'est pas pour catégoriser, hiérarchiser, mettre une ligne de démarcation et dire d'un ce côté-là, il y a les spectacles qu'on veut, les conteries qu'on veut, le répertoire qu'on veut, parce qu'on a aussi envie de penser en termes de répertoire, et de l'autre côté, ce qu'on ne veut pas. Voilà, d'abord parce que je ne suis pas toute seule à décider, et puis quand bien même, voilà, c'est plutôt un appel joyeux à proposer d'autres récits au sein d'une culture dominante. Et alors, qui du coup va bien au-delà, plus largement du conte, mais vraiment d'une offre culturelle qui est comme ça, et de pouvoir proposer des récits qui vont déconstruire le capitalisme, le classisme, le racisme, le consumérisme, le validisme, j'en passe plein, voilà, le spécisme, tout ça, voilà, bon, amusons-nous. Et voilà, donc c'est vraiment une invitation à ça. Mais ce n'est pas un critère, c'est une invitation. Et j'ai envie de vous citer aussi par rapport à ça une autrice que j'aime bien, la rabbine Delphine Horviller, qui nous dit « Le texte ne dit jamais une seule chose, ou plutôt il ne la dit jamais une fois pour toutes ». Alors c'est une rabbine, donc évidemment elle parle de la Bible, hein, mais peut-être qu'on pourrait interroger nos contes, nos récits comme ça. Voilà, un héritage qui cesse d'être interrogé, il meurt. Et le sens renouvelé d'un texte, je la cite toujours, constamment revisité, constitue sa seule lecture fidèle. Et donc mettre les récits, les contes, tout ça sur le métier, c'est leur assurer vraiment leur qualité d'art vivant. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est de l'art vivant. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire de l'art vivant, j'ai pas envie de faire du patrimoine, même si j'ai beaucoup de respect pour le patrimoine. Mais voilà, et de l'art vivant, c'est de l'art qui va interroger le corps par lequel il passe, les corps qui sont en face, et puis qui va interroger la société dans laquelle il est. Et puis je ne peux pas résister. Moi, j'ai découvert le féminisme, j'ai découvert que j'étais féministe en lisant Mona Chollet. Donc moi, je vais conclure en vous citant, voilà, Mona Chollet. Parce que, voilà, la question qu'on peut se dire, c'est on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on va instrumentaliser le conte, on va limiter la liberté artistique. Non. Comme Mona Chollet, naïvement, j'ai envie de me demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas garder la liberté, l'exubérance, la fantaisie, tout en s'assurant que cette liberté est bien la liberté de tout le monde, et tout en étant attentive au rapport de pouvoir. Pourquoi pas? Voilà, et moi je conclus en continuant directement sur cette même ligne dans tous les débats qui, moi, m'intéressent beaucoup. Comme ça me fascine, la conjugaison, les pronoms, tout ça, forcément, je retombe beaucoup sur ces discussions. Et ce que j'entends beaucoup, c'est on doit toujours faire attention à ce qu'on dit. Et moi, j'ai toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui répond « Oui, évidemment qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. » Et d'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le monde des contes traditionnels nous l'enseigne très, très bien. Combien d'histoires comme celle dont Titine parlait tout à l'heure, avec des paroles de trop, aux conséquences dramatiques. Combien de souhaits formulés sans faire assez attention à ce qu'on demande. Combien de malédictions, de paroles irréfléchies. Oui, ces contes, ils viennent de sociétés orales. Des sociétés dans lesquelles, quand on a dit quelque chose, on ne le défait pas. Les contrats, les jugements, les lois, la science, la religion, tout est parole. Alors quand vous dites quelque chose, ça va avoir un gros prix de revenir en arrière derrière. D'ailleurs, un homme intègre, c'est un homme dont les actes et les paroles sont cohérentes ensemble. Un humain, une femme tout pareil, n'est-ce pas? Merci.
Et donc, c'est quand même à un homme que je vais laisser la parole en dernier, avec cette mini-citation de Victor Hugo, qui nous disait quand même, oui, il y aurait des choses à dire peut-être sur Victor Hugo, mais n'empêche. Le vieux Victor nous disait quand même il y a 150 ans, « Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. » Alors on va enchaîner avec les questions ou remarques ou mots de révolte, si vous en avez. Déjà, merci beaucoup pour ces réflexions. Et moi, j'aurais voulu savoir un peu, pour chacune d'entre vous, est-ce que c'est le conte qui est venu en premier ou des réflexions plus générales sur le langage ou sur des enjeux sociaux? Est-ce que c'est par le conte que vous êtes arrivé par là ou à l'inverse, c'est le conte qui vous a permis de parler de différents sujets? Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Moi, je peux commencer. En fait, moi, c'est vraiment le conte. Ça, c'est sans nul doute, c'est les contes, rentrer dans par le biais d'un personnage, entendre ce qu'il a à me dire et tout ça. C'est vraiment, je me disais, c'est vraiment comme la rencontre avec quelqu'un. Il y a des rencontres comme ça où tout d'un coup, on parlerait avec eux toute la nuit. Et les vraies rencontres, on sent que c'est des êtres qui ouvrent des parties de nous qu'on n'avait pas encore explorées. Et c'est vraiment ça que je pense que c'est en tout cas moi, par le biais du conte et des personnages, que j'ai pu me poser toutes les questions autour de la question du handicap, qui pour moi était... maintenant, pour tout le monde, ça a l'air évident, j'en parle, mais c'était un truc dont je ne parlais pas. Je disais, ça faisait partie de ça, comme le fait que j'avais les cheveux noirs, quoi. Enfin... maintenant, ils sont gris, mais bon. Mais voilà. Et donc, du coup, par le biais du conte, des récits, et petit à petit, et tout ça, je dis, mais c'est d'une richesse infinie. En fait, ce sont des trésors, c'est de la magie. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec Julien. Il faut c'est vraiment, c'est de l'or à manier avec délicatesse, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai aussi commencé avec le conte. Mais pour contextualiser, voilà, moi je date des années 70, et donc du coup quand j'avais 20 ans, au début des années 2000, le féminisme, on n'en parlait pas, c'était même limite un gros mot. Et voilà, et c'est vraiment en lisant Mona Chollet que j'ai réalisé, j'ai mis des mots sur plein de choses, et c'est très naturellement, ça s'est imbriqué au conte. Donc ces deux cheminements, on va dire, c'est comme deux arbres qui s'entremêleraient, mais j'ai d'abord été conteuse, avec toujours aussi une attention au personnage féminin, une envie de parler de personnages féminins. Et puis, à un moment donné, c'est comme avaler la pilule dans Matrix, toujours pour citer Mona Chollet. À un moment donné, voilà, si tu prends la pilule du féminisme, ça devient compliqué. Tu vois le monde différemment, quoi. Voilà. Oui, moi, pareil aussi, le conte, quelque part, mais il y a quand même une chose, c'est que moi, j'ai ma première formation inachevée, mais quand même, c'est une formation dans les arts graphiques. Et que ce soit en peinture, en sculpture, en art contemporain, c'est vrai que c'est un milieu où les gens ont tendance à parler très vite technique, choses très, très basiques, même des matériaux, les pigments, des choses. Et donc tout de suite, quand je suis arrivé dans le conte, déjà dès les premiers moments, je me suis dit, mais c'est quoi les fondements, la composition en conte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait avec... où sont certains concepts que j'avais avant et que j'avais pas dans cette... Et donc ça m'a amené quand même pas mal à faire des recherches plus formelles, quoi. Moi, j'aurais une question simple. Vous avez parlé des campagnes CAP 48 qui sont affligeantes. Est-ce que vous avez une suggestion d'un truc qui serait plus cool? J'aimerais bien qu'on fasse des campagnes de sensibilisation au validisme. Et j'ai une idée pour ça. En fait, l'analyse des campagnes de sensibilisation au handicap. Je crois que ça serait super, en fait. J'aimerais bien faire des conférences en montrant toutes les campagnes et révéler les... Bon, maintenant, à mon avis, il faut des droits. Je ne sais pas comment ça marche. Mais c'est vrai que c'est vraiment une question qui me taraude, parce que chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Et chaque fois, c'est pire. C'est hallucinant, en fait. Mais c'est vrai que plutôt de faire des campagnes de sensibilisation au validisme et voir le discours ambiant. Par exemple, toutes les télétons, toutes les campagnes qu'il y a eu
Enfin, c'était plutôt ma jeunesse, moi, dans les années. Le Téléthon en France, ça date d'il y a une trentaine d'années, quoi. Et qui montrait tous les enfants. Les enfants malades, et que c'était aussi soit des héros, et tout était médicalisé, le discours était il faut les guérir, et donc il y a une confusion entre la recherche qui aide vraiment à soulager les corps et de savoir vivre de manière mieux avec son handicap, et puis le fait de vouloir faire de la personne handicapée invalide. Et donc ça, cette confusion est permanente. Et donc c'est vrai que, voilà, mais j'ai l'envie, et donc je vais réaliser ça c'est mon projet pour 1900, je veux dire 1900. Voilà. Je viens de prendre un mauvais coup de vieux, là. pour 2024, mon Dieu, vraiment de m'intéresser aux gens, les militants handi. Et en tout cas, il y a un collectif en France qui s'appelle le CLI. Et tous leurs blogs sont super intéressants. Là-dedans, il y a Elisa Rochas, Mélina. J'ai un livre, en tout cas aussi, qui s'appelle Je vais m'arranger, qui relève vraiment tous les mécanismes du validisme. Et quand on lit, je dis, oh, c'est dingue en fait. Même moi, je reproduis ça en fait. Et donc, c'est vraiment intéressant de les identifier et de les nommer en fait. Voilà. Moi, je voudrais savoir si vous nous avez exposé tous les trois une manière différente de rentrer dans le conte en vous intéressant à un aspect de la société. Je me demande si c'est votre unique... Enfin, si quand vous travaillez les contes, vous travaillez toujours à travers ce prisme, ou vous en couplez plusieurs, ou parfois vous n'avez aucun rapport avec la société quand vous travaillez le conte. C'est vrai qu'ici, tout d'un coup, j'ai mis des mots parce que c'était la question. Je ne sais, c'est pas si évident. Moi, je sais que je rentre toujours par le biais du personnage, que j'ai remarqué que tous mes personnages avaient des points communs, qui parlent de l'incarnation dans un corps. C'est quoi d'être incarné dans un corps, de sentir son corps, c'est quoi de se sentir vivant, c'est quoi d'agir sur la matière. Voilà, c'est quoi d'être un être dans un corps éphémère. Et pourtant, nous sommes des êtres dans des corps éphémères, et pourtant nous avons le sentiment d'éternité. Tout ça, c'est sur toutes des questions qui me traversent, et donc je suis touchée par ce genre de récit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je ne réfléchis plus avec ma tête en disant qu'est-ce que je veux dire, quoi. J'écoute ce que le personnage a à me dire, et parfois il m'emmerde parce que voilà. Notamment mes bossus, ils m'emmerdent parfois parce que je dis bah allez, révolte-toi un petit peu, quoi. mais ils disent pas ça en fait, donc je dois pas leur faire porter tout d'un coup une image de ça parle du handicap. Non, les bossus en fait c'est des personnages impersonnels, comme dans les contes traditionnels, ils portent quelque chose, des histoires un peu truculentes, qui parlent quand même un peu de métamorphose et de corps, mais je ne peux pas tout d'un coup leur mettre sur le dos, comme déjà beaucoup, quelque chose en plus. Donc voilà, moi pour ma part, c'est ça, et c'est vraiment ici parce que je me suis posé la question et que je vois que je suis de plus en plus sensible à ces questions. Donc peut-être que maintenant, ça quand même, je crois, peut-être. Oui. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne travaille pas d'office sur les pronoms et sur les temps de la conjugaison. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup passer, comme tu dis, des filtres sur les contes, les relire en faisant... Moi, j'appelle ça des lectures égoïstes. Je relis le conte seulement en regardant le point de vue des personnages, seulement en m'intéressant au rythme, etc., etc. Donc ça, je fais beaucoup. Pour ce qui est de la société, j'avoue que je pense jamais à la société quand je fais une histoire parce qu'elle vient ou parce que je me suis mis des contraintes. Et puis après, peut-être, je me demande... voilà, mais c'est des questions... Par exemple, la destination du public, l'âge du public, c'est toujours quelque chose qui vient après. C'est fini et je me dis, bon, est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adultes? Et au début, je ne sais pas trop bien. Et juste pour terminer là-dessus, ça c'est intéressant quand même comme question parce que le projet que j'ai fait juste après celui où j'avais travaillé sur la conjugaison, les pronoms, etc., eh ben, j'ai dû le présenter assez vite à un moment.
Et c'est très marrant de voir que tout de suite après, il y a une conteuse qui est venue me voir et qui est venue me dire, voilà, tu as un conte de création, tu parles des hommes, et moi j'ai vu que des hommes du coup. Donc c'est une grande bande de mecs, voilà, et puis c'est tout. Et voilà, donc je venais de travailler sur ce travail-là, et tout de suite, voilà, quand on ne fait pas le travail consciemment, on peut quand même toujours retomber. Donc c'est vrai que c'est bien de revenir sur ces vieux outils qui ont servi pour d'autres histoires, et puis de les replaquer pour... Voilà, parce que c'est un effort à faire à chaque fois, quoi. Moi, il y a deux parties à mon travail. Donc, pour les conférences comptées, là, forcément, je parle d'un sujet de société. Et pour le reste, bon, je vais vous surprendre, peut-être. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent, je n'ai pas du tout de méthode, en fait. Je procède par coup de foudre pour les histoires, vraiment. Et souvent, les histoires m'accompagnent vraiment longtemps avant que je commence à les travailler. Ça peut parfois prendre 1 an, 2 ans. Là, pour l'instant, je travaille Serette et Frérot, entre autres la version de Grimm, et ça fait 3 ans que je me dis, j'ai envie de raconter cette histoire. Et voilà. Et je sais qu'à un moment donné, je vais aller dans mon dictionnaire des symboles, et puis surtout mes sites chamaniques et tout, pour un peu creuser tous ces trucs-là. Et puis, c'est ce que je disais, c'est... au moment où je vais raconter, c'est quand même débusquer tous les prêts à penser, tous les stéréotypes. Voilà, c'est peut-être ça que je vais chercher. Et tous les miens aussi. Voilà, c'est de me dire, bon, Muriel, avec tes théories féministes, calme-toi un peu, quoi. Et il y a ça aussi. C'est aussi, oui, c'est bien joli de raconter des personnages féminins, mais tu peux aussi raconter des personnages masculins en proposant d'autres choses. Voilà, donc ça va plus fonctionner à l'envie. Voilà, pour moi, sans méthode, si je ne suis pas dans cette construction d'une conférence comptée. J'ai envie de vous demander, et vous, vous faites comment? Ça m'intéresse. Moi, je voulais juste rajouter un tout petit truc, c'est que ce qui est aussi important, c'est très profondément ce que ce langage symbolique éveille en moi, quelle partie de moi tout d'un coup est titillée, pourquoi tout d'un coup, où ça me parle, qu'est-ce que ça ouvre chez moi, et voilà. Et puis après, il y a un endroit où j'aime bien d'aller voir comment le conte, donc je vais chercher d'autres versions et tout ça dans l'histoire, la géographie, etc. Et puis tout d'un coup, aussi en moi, il y a un endroit où tout d'un coup, il y a un lieu où peut-être il y a quelque chose du langage poétique qui peut commencer à surgir. Mais tout ça est très mystérieux, en fait, comment ça marche. Voilà. Moi, ce sera très court. Je n'ai pas vraiment une question, mais j'ai très envie de vous dire merci pour l'espace. En fait, je sens qu'il y a beaucoup d'espace que vous créez. Vous avez choisi tous les trois des sujets potentiellement complexes ou touchy, où il pourrait y avoir potentiellement des gens qui ne sont pas d'accord. Et en fait, mais votre posture, la manière dont vous amenez ces questions, c'est de l'espace et de la joie. C'est à chacun, on a la responsabilité en fait de regarder notre monde, la réalité qui nous entoure, et de soit la questionner, la discuter, et ça peut créer du conflit, et c'est très bien, mais c'est pas voilà. Et puis le métier de conteur ou de conteuse, c'est on choisit comment on a envie de dire la beauté ou la femme, ou comment on a envie de parler d'une personne qui est bossue, ou comment est-ce qu'on a envie de dire je, nous, tu, il. Enfin, c'est à nous à créer ça, quoi. Et donc merci pour cet espace que vous créez. Merci aussi, et de nous donner à toutes et tous l'occasion de vous poser des questions et puis aussi de répondre. J'ai quand même envie de répondre à Muriel. Parce que, et de répondre du coup aussi à la personne qui posait la première question, de donner l'occasion de s'imaginer que le monde du conte est quand même un peu plus biodivers que la réponse que vous avez donnée à la première question. Parce que moi, je suis conteur aussi, et je suis venu au conte alors que j'étais dans la critique sociale. Et c'est parce que le conte m'a permis à un moment donné d'exprimer d'une manière que je ne trouvais nulle part ailleurs dans ce que je faisais avant, des choses que je pensais ou dont j'avais l'intuition, que j'ai commencé dans le conte. Après, tout ce que vous avez dit, j'y ai accédé aussi, mais plutôt par la suite. Donc en termes de cheminement, c'était un petit peu différent. Et du coup, aujourd'hui, je me demande, tiens,
on se pose souvent, et moi aussi, là, les questions qu'on se pose ce soir. Mais comme j'ai fait le cheminement un peu différent, pour ne pas dire inverse, que celui que vous avez exposé, moi aujourd'hui, je me dis, tiens, ce que je découvre, là où les contes que j'ai envie de raconter m'interpellent, ce sont des choses qui m'éloignent de la critique sociale comme source d'envie de raconter. Et c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec une quête spirituelle, la tradition au sens du sacré, de l'innommable, tout ce qu'on veut. Alors que pourtant je n'ai pas de prédisposition, je suis plutôt en réaction par rapport à ces choses-là. Et je me demandais, est-ce que ce n'est pas... Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas intégré, ou ce n'est pas articulé au questionnement, comme si c'était un tout autre débat. Est-ce que ce ne serait pas aussi une forme de critique sociale que de se demander, tiens, si les contes ne parlaient que de sujets de critique sociale à la mode, est-ce que ça nous intéresserait aussi? Enfin, ou autrement dit, les contes que nous racontons peuvent-ils être réduits à ce qu'ils disent ou révèlent en termes de critique sociale? Voilà. Non. En tout cas, pour moi, c'est évidemment, on n'a pas, en tout cas moi personnellement, j'ai pas développé cet axe-là, mais pour moi, c'est évident que quand on parle de métamorphose, quand on parle par exemple, d'Orphée qui descend dans le monde des morts pour aller retrouver Eurydice et qui fait l'expérience en tant que vivant de la mort. On est proche de quelque chose de plus lumineux, enfin de plus spirituel, si tu veux. C'est une approche autre, mais pour moi, ça parle quand même toujours des corps. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas développé ça, mais pour moi, c'est la même chose. Voilà. C'est peut-être pas la même entrée, mais au final, c'est peut-être la même chose. C'est une question que je me pose depuis un moment, parce que parfois, quand je vais conter dans des endroits, on me demande « Ah Thomas, est-ce que tu pourrais préparer un conte traditionnel de chez nous ?» Et souvent, c'est cool, il y en a, mais souvent, c'est un héros, un mec blanc, qui a ses 2 bras, ses 2 jambes, tout ça qui est très bien, et Micheline, la godiche, qui attend. C'est chiant. Et du coup, je prends souvent le pli de dire ben, je réécris. C'est à 2 qui vont aller tabasser le dragon et des trucs. Enfin voilà. Mais la question que je me pose souvent, c'est est-ce que c'est suffisant ou est-ce que à la fin de l'histoire, ça vaut le coup de rompre le récit et de dire au fait, l'histoire traditionnelle, c'est celle-là. Ne la laissez pas arriver jusqu'à vous. Voilà, je me pose un peu cette question. Est-ce qu'à un moment, ça vaut le coup d'enfoncer le clou un peu plus fort, ou est-ce que juste modifier les récits du passé est déjà suffisant en soi? C'est tout le paradoxe de redire un récit en disant « écoutez ce qu'il ne faut pas faire », on l'a redit. Donc, c'est dommage. Donc, moi, je pense que juste ouvrir le récit et entrer justement par un autre regard, par un autre biais, révéler une partie du récit qui n'a jamais été révélée parce qu'on ne le raconte pas. Tout d'un coup, tu dis la godiche qui attend, ben, tu peux raconter du point de vue de la godiche qui attend. Et pour ça, tu ne dois pas changer nécessairement le récit. C'est tout d'un coup de dire « Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle attend? Pourquoi elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend ?» Et ton récit a une autre entrée. Voilà, c'est une des pistes, hein, mais voilà, moi, moi, la piste, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que le récit veut dire vraiment, au-delà du sens apparent? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ce récit raconte? Bien, parce que le sens apparent, bon, je sais que ce n'est que le sens apparent, mais c'est quand même le premier qu'on entend. Et donc, voilà, tiens, comment est-ce que je peux respecter le récit tout en jouant sur ce qui peut me paraître dépassé, problématique dans le sens apparent, et puis en creusant, parce que voilà, il y a aussi des récits qui
qui mettent en avant des femmes puissantes et qui montrent d'autres modèles masculins, il ne faut pas les inventer forcément. Ils existent, ils sont là. Et puis, moi, j'ai aussi envie de dire, en tant qu'artiste, on a le droit de dire non. Moi, quand on me dit, est-ce que vous pouvez venir me faire des contes sur l'environnement avec 2 sur l'eau et 1 sur le réchauffement climatique? Non. Je peux vous faire des récits qui vont parler du lien vivant, du lien, mais un récit qui va vous parler spécifiquement de l'eau et du rapport à l'eau et du réchauffement climatique, non, je ne fais pas. Voilà, maintenant c'est mon choix, mais d'ailleurs ça ressemble un peu au plateau de C'est mon choix quand j'y pense. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on a le droit de dire non et de proposer autre chose, et c'est quand même rare, moi, quand j'ai dit ben non, je ne peux pas vous faire ça, mais je peux vous proposer ça, qu'on m'a dit ah ben non, on prend quelqu'un d'autre. Donc, tu as le droit de dire non. Ou bien tu as le droit de dire oui et de raconter ton histoire habituelle. Et si tu le dis avec conviction en disant ça s'est passé là, sous le rocher, vous savez le rocher juste là, l'arbre là, ben l'arbre c'est l'arbre de la fin de mon histoire, et le bonhomme, hein, d'ailleurs, eh ben ça tombe juste là dans le cimetière. Les gens ils seront très contents et ça marche aussi.